Mes chers amis, je voudrais vous raconter une histoire que l'on m'a transmise récemment. C'est celle-ci. La peste était en route vers Damas et croisa la caravane d'un chef dans le désert. « Où allez-vous si vite ?» s'enquit le chef. « À Damas, j'ai l'intention d'y prendre 1000 vies. » Au retour de Damas, la peste croisa de nouveau la caravane. Le chef dit « C'est 50 000 vies que vous avez prises, non 1000 ?» « Non, dit la peste, j'en ai pris 1000. C'est la peur qui a pris le reste. » À travers cette histoire qui peut nous paraître très anodine, nous est racontée une grande vérité. Cette vérité, c'est toute l'importance et toute la puissance que peut avoir la peur. Acceptez-vous de vous interroger avec moi? Essayons de cheminer ensemble. Acceptez-vous de vous poser cette question: qu'est-ce que la peur? Prenez quelques instants. Laissez venir la réponse en vous. La plupart d'entre vous vont sans doute me répondre que c'est une émotion. Effectivement, c'est une émotion. C'est une émotion que l'on dit innée, c'est-à-dire que nous sommes nés avec. Bien sûr, nous verrons plus tard que nous allons charger ce bagage que nous avons porté avec nous dès le départ. Mais c'est avant tout une émotion qui est déjà présente de façon très instinctive. Une émotion. Une émotion, c'est ce qui est en mouvement en nous. En effet, cela s'élève tout à coup et puis cela s'éteint. Cela n'est jamais longtemps figé en nous. Une émotion innée, c'est un mécanisme très ancien que nous avons hérité à travers la mémoire, à travers nos gènes. On appelle cela un mécanisme atavique. Mais rien dans la nature, rien dans notre corps, rien dans notre fonctionnement n'est là par hasard. Tout a un sens. D'où vient donc ce mécanisme? À quoi sert-il? Le mécanisme de la peur est un mécanisme de survie. Il nous permet essentiellement de préserver notre vie. C'est un mécanisme qui nous alerte en cas de danger immédiat pouvant mettre en péril notre vie. C'est un automatisme, c'est-à-dire qu'il se fait sans même que nous ayons à y penser, à y réfléchir. On ne se dit jamais « tiens, il faut que j'aie peur ». C'est un mécanisme qui ne passe pas par la réflexion. Il coupe même tous les circuits de la réflexion, comme nous allons le voir. C'est un mécanisme intrinsèque au fonctionnement de notre cerveau. Je devrais même plutôt dire nos cerveaux, car nous n'avons pas un seul cerveau, une seule pièce. Nous avons comme 3 cerveaux distincts qui se sont développés au fil de l'évolution que nous avons hérité. Le premier de ces cerveaux est ce que l'on appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien. Il gère tous les mécanismes de survie, toutes les grandes fonctions vitales. Il gère le plaisir, la peur, comme nous le verrons. Tout ce dont nous n'avons pas pensé
Cela se fait naturellement et permet le maintien de la vie dans notre corps. Le deuxième cerveau qui s'est développé plus tard dans l'évolution est le cerveau limbique. C'est le cerveau des émotions. C'est également celui qui stocke les expériences que nous pourrions appeler les mémoires. Tout ce qui est issu de nos apprentissages, de nos acquisitions. C'est également ce cerveau qui gère la capacité que nous avons à vivre en groupe, à vivre avec les autres. Et puis, au dernier stade de notre évolution est apparue cette partie extérieure de notre cerveau qu'on appelle le cortex. C'est le cerveau qui pense, c'est l'intelligence. On devrait dire les intelligences. C'est la gestion de la créativité, de la pensée même, de la réflexion. La peur appartient donc à ce cerveau très très ancien, on pourrait dire ce cerveau primaire. Et quelle est la fonction de la peur? Elle est là pour nous prévenir d'un danger qui survient. Et dans ces conditions, c'est absolument immédiat. Il se produit instantanément 3 réponses possibles dans notre corps et dans nos capacités à répondre à la situation à laquelle nous faisons face. Ces 3 réponses possibles sont la fuite, la lutte ou le repli. La fuite, eh bien oui, c'est prendre ses jambes à son cou pour fuir le danger. La lutte, eh bien, c'est affronter le danger et lutter, se battre, combattre. Le repli, la dernière solution, c'est simplement ne plus bouger, l'immobilisation. C'est le cas, vous l'avez tous observé sans doute, de certains animaux, de certains insectes qui, lorsqu'ils surprennent que nous les observons, s'arrêtent instantanément. C'est sans doute un mécanisme qui leur permet d'échapper à un prédateur qui les repérerait plus facilement s'ils étaient en mouvement. Or, je vous parle là des réactions de certains animaux face à un danger, en état de peur, mais ces mêmes mécanismes sont toujours présents chez nous, quel que soit le danger que nous affrontons. Alors il me paraît intéressant d'observer qu'est-ce qu'il se passe, quel est ce mécanisme, comment le ressentons-nous dans notre corps, dans notre être tout entier. Eh bien, tout d'abord, c'est avant tout une réaction à une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le danger, c'est une émotion innée et il va se produire un certain nombre de conséquences dont nous ne sommes absolument pas maîtres et sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle. En tout cas, tant que les choses restent instinctives et inconscientes. Alors en effet, dans une telle situation, c'est notre cerveau archaïque qui prend immédiatement les rênes et qui court-circuite toutes les autres fonctions cérébrales. Il n'est alors plus question d'Homo sapiens sapiens, mais uniquement Homo reptilius. Plus question de se poser des questions, mais simplement de sauver sa peau. Et il va s'en suivre toute une série de processus qui vont se mettre en œuvre au sein même de notre corps. Nous avons tous vécu des situations de peur telles que celles que je suis en train de vous décrire. Nous sommes capables donc d'observer. Que se passe-t-il en nous? Avez-vous déjà observé ce que vous ressentez physiquement dans votre corps dans pareille situation? Pour vous mettre sur la piste, vous remarquerez que nous avons quantité d'expressions dans notre langage habituel pour exprimer ce que nous ressentons en situation de peur. On dit parfois en avoir les jambes coupées, avoir une peur bleue, des sueurs froides, sensation glaciale. Les poils se dressent sur ma peau, j'ai la boule au ventre. On dit même j'en avais la chair de poule ou j'en tremblais de peur. Ce sont des situations où on peut se surprendre à avoir tout à coup la bouche très sèche, le cœur qui se met à battre la chamade et l'estomac complètement noué. Vous remarquerez que ce sont des sensations que l'on peut éprouver dans d'autres situations de peur ou similaires à des peurs atténuées comme
des situations où on a le trac, par exemple, lorsqu'on doit s'exprimer en public, ou bien lorsqu'on a une appréhension de la situation à vivre en passant un examen, par exemple. Vous remarquerez donc déjà que quelle que soit la situation, quel que soit le degré de danger auquel on a à faire face, on assiste à des réactions plus ou moins importantes, mais du même ordre. Alors, d'où viennent ces manifestations? D'où viennent ces sensations? Que se passe-t-il réellement dans le corps? On sait qu'il y a immédiatement, presque instantanément, une très importante décharge d'adrénaline dans le sang. Une hormone qui est sécrétée par des glandes qui sont situées juste au-dessus de nos reins. Et comme toutes les hormones, bien qu'elles soient sécrétées en quantité infinitésimale, son action est prépondérante sur tous les mécanismes physiologiques de notre corps. Dès qu'elle inonde notre circulation sanguine, il y a immédiatement une augmentation très importante du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Cela a pour but de permettre au sang d'affluer très rapidement vers le cerveau, vers les poumons et vers les muscles. Le corps est ainsi prêt pour fournir un effort maximal pour la fuite ou pour le combat. Parallèlement, la respiration va s'accélérer pour les mêmes raisons, pour pouvoir oxygéner au mieux le cerveau, les muscles. Parallèlement, il va y avoir une redirection massive du flux sanguin des fonctions les plus secondaires et non vitales vers les fonctions les plus importantes que je viens de citer, pour permettre de les alimenter en oxygène et en énergie. Ces fonctions vitales qui vont être délaissées sont, entre autres, le système digestif, le système reproductif et surtout le système immunitaire. On s'aperçoit que c'est un système absolument extraordinaire qui nous permet d'affronter immédiatement et de façon très efficace quelques dangers qui se présentent à nous. Cependant, il me paraît important de prendre conscience que ce mécanisme n'est pas fait pour durer dans le temps. Il est fait pour réagir dans l'immédiat, c'est-à-dire dans une situation de peur normale, dans une situation où le danger est réel. Et dans ces cas-là, il y aura l'une des réactions que je vous ai décrites et une utilisation de toute cette énergie potentielle accumulée. Ensuite, il y a un retour à la normale, au fonctionnement normal de notre cœur, de notre poumon, de notre respiration et surtout de notre cerveau. Malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons constater que nous faisons face à des peurs totalement irrationnelles. Elles auront cependant le même effet. Des peurs irrationnelles car le danger n'est pas réel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune menace réelle pour notre vie immédiate. Nous essayerons d'observer ensemble dans un prochain entretien comment naissent ces peurs irréelles en nous. Ce sont des peurs dans lesquelles nous n'avons à faire face à aucun ennemi réel, physique, immédiat dans le présent. Pour autant, me direz-vous, comment une peur irrationnelle peut-elle avoir des effets physiologiques de la même nature? Eh bien parce que, avant tout, ces peurs sont de nature imaginaire et que notre cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Pour notre cerveau, que ce soit vrai ou virtuel, c'est la même chose. Et les mêmes mécanismes vont donc se mettre en œuvre. Difficile à croire peut-être. Pour vous en convaincre, je vous propose une expérience. Pour cela, prenez un instant pour vous mettre en situation et imaginez-vous un citron. Imaginez sa forme, sa couleur, son odeur peut-être lorsque vous frottez sa peau. Et puis, imaginez à présent qu'avec un couteau, vous le coupez en deux. Vous voyez la lame trancher votre citron et le jus qui commence à couler le long de la lame. Prenez à présent l'un des morceaux et pressez-le au-dessus de votre bouche ouverte en tirant votre langue, par exemple,
et en imaginant couler le jus acide du citron dans votre bouche. Observez que se passe-t-il là dans votre bouche. La plupart d'entre vous observent sans doute qu'il commence à saliver, à produire donc de la salive dont le but, dans la réalité, est de diluer l'acidité du citron. Que s'est-il donc diable passé ? Eh bien, vous avez dupé votre cerveau. Vous lui avez fait croire qu'il s'agissait d'un vrai citron, simplement en l'imaginant. Simplement donc en mettant une image dans votre esprit à la place d'un vrai citron dans la réalité. Pour votre cerveau, c'est donc tout aussi réel qu'un vrai citron. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Vous avez sans doute déjà remarqué ce phénomène lorsque vous regardez certaines publicités. Eh bien, transposons à présent cette expérience au sujet de la peur. De la même manière, chaque fois que nous imaginons un danger potentiel à venir, notre cerveau ne fait pas la différence et croit que le danger est bel et bien présent et déjà là. Et les mêmes mécanismes que tous ceux que je vous ai décrits précédemment vont se mettre en œuvre immédiatement dans votre corps. Il n'y a donc aucun danger réel et aucun danger à affronter, et encore moins la possibilité de réagir par la fuite ou le combat, ne reste plus que le repli. Un autre aspect important est que contrairement à une peur normale, la peur irrationnelle peut durer, elle, dans le temps. Et dans ces conditions, il n'y a pas d'élimination de ce surcroît d'énergie et encore moins de retour à un état normal de fonctionnement physiologique et psychologique. On assiste alors aux effets pervers d'une telle situation qu'on appelle la phase d'épuisement. L'organisme alors est totalement dépassé et nos réactions totalement inadaptées. On assiste alors à tous les effets destructeurs de ces hormones que sont l'adrénaline mais également le cortisol, qui aboutissent à des états d'anxiété, de stress chronique, jusqu'à des états de dépression, sans parler des effets à long terme sur notre corps que sont l'hypertension, la tachycardie, les troubles digestifs, troubles du sommeil, etc. L'augmentation de la glycémie, du sucre dans le sang, va amener un épuisement, un vieillissement cellulaire. Comme nous l'avons vu, la baisse des fonctions secondaires, comme celle du système immunitaire, va être fragilisée, de sorte que le corps va être plus vulnérable à toutes les agressions extérieures, voire même intérieures, comme les cellules qui dégénèrent dans les situations de cancer. Ce sont autant d'effets que l'on connaît très bien, ce sont des effets liés au stress qui s'installe dans le temps, ce qu'on appelle le stress chronique. On peut y rajouter les troubles cardiovasculaires, des augmentations des taux de cholestérol, de triglycérides, et j'en passe. Je prendrai l'image d'un feu intérieur qui nous consume au lieu de se consumer à l'extérieur comme il l'aurait dû. Mais n'oublions pas non plus que quand le cerveau primaire prend le contrôle, il court-circuite totalement les fonctions du cortex cérébral, c'est-à-dire nos capacités à discerner, à réfléchir, à penser par nous-mêmes, avec le risque dans ce cas de nous en remettre à une pensée qui ne nous appartient pas et d'attendre le secours d'une intervention providentielle. Alors, lorsque l'on prend conscience, lorsqu'on comprend ces mécanismes, la question qui nous vient, c'est mais comment faire ? Comment gérer la peur ? Eh bien, il y a deux approches possibles, selon que la peur est déjà là ou pas. Dans le premier cas, il va s'agir de permettre à la peur de s'évacuer et aux mécanismes qui se sont mis en œuvre de s'exprimer. Il peut alors être important d'évacuer les tensions physiquement. Ça peut être à travers des cris par exemple, ou bien à travers une activité physique.
Et puis, dans un second temps, il va falloir sortir peu à peu de ce que j'appellerais la zone de danger, la zone de stress, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Pour cela, on va faire appel à des approches qui permettent de calmer la réaction au stress, de faire tomber la tension intérieure. Ce sont toutes les techniques qui vont permettre de relaxer le corps. La relaxation peut prendre différentes formes propres à chacun, qui vont de l'apprentissage de la respiration à la pratique du jeu, du rire, ou à la pratique de certaines techniques comme la sophrologie, le yoga. Mais il y en a plein d'autres. Plus en profondeur, il sera nécessaire de reprogrammer notre zone émotionnelle, car nous réagissons en fonction des mémoires que nous avons d'un même stress que nous avons rencontré tout au long de notre vie. Il va s'agir alors d'affronter le même stress petit à petit avec de nouvelles réactions, d'inscrire en nous ainsi de nouvelles mémoires et d'avoir pour le futur de nouvelles réactions potentielles. C'est une façon de travailler sur des souvenirs positifs associés à des situations stressantes. Et puis, au fil du temps, il est intéressant d'anticiper ces situations et de commencer à observer, à faire l'expérience de cette vivance consciemment, de sorte à identifier la peur au moment même où elle surgit, de sorte à être à même de la prendre de court et d'empêcher toutes les réactions que nous avons décrites précédemment. On pourrait comparer cela à un travail de déconditionnement, de déprogrammation de notre vieux cerveau. Car son utilité n'est finalement plus du tout appropriée dans la plupart des situations que nous vivons au quotidien. Cela, c'est un travail que je partagerai volontiers avec vous lors d'un prochain entretien pour vous enseigner concrètement comment sortir de la peur. D'ici là, il me vient une réflexion que je tire d'un cours en miracle, qui dit que l'antidote à la peur est l'amour. Mais de quel amour peut-il s'agir? Sans doute, avant tout, de l'amour pour soi, de cette estime, de cette considération, de ce respect que nous devrions avoir avant tout pour nous-mêmes, pour être plus à même ensuite de l'offrir aux autres. Alors, prenez soin de vous. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pousser, ça serait sympa. Et puis, laissez-moi vos commentaires et éventuellement vos questions auxquelles je pourrais répondre et qui pourraient peut-être faire l'objet de prochaines vidéos. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner en actionnant la petite cloche qui vous permettra de recevoir les prochaines mises en ligne. À bientôt.